Georges Lédric, bonjour. Bonjour Vincent. Et on commence par l'Italie avec cette nouvelle journée décisive pour Matteo Renzi, le nouveau président du Conseil italien qui va présenter aujourd'hui donc ses réformes économiques. Oui, jusqu'à maintenant, le Premier ministre n'a affiché que des ambitions. Aujourd'hui, c'est le détail de son plan de relance qu'il va présenter au Conseil des ministres. L'objectif numéro 1, c'est de baisser les impôts et de réformer le marché du travail. Les détails avec Axel Simon. Relâcher la pression fiscale en Italie, c'est l'ambition numéro 1 du nouvel homme fort du pays et la concrétisation du virage décisif qu'il a promis lors de son investiture. Matteo Renzi met sur la table du Conseil des ministres un plan de baisse d'impôts de 10 milliards d'euros. Un programme d'une ampleur jamais vue en Italie avec comme cible prioritaire les ménages. L'allègement de la fiscalité sur le revenu est l'une des exigences des syndicats. Le président du Conseil a l'intention de s'attaquer d'abord aux ménages qui perçoivent moins de 1 500 € net par mois. Côté entreprise, la priorité c'est de baisser les charges sociales pour alléger les PME et les grandes entreprises italiennes étranglées par plus de 3 ans de récession. Reste à trouver les financements. Cette réduction massive des impôts devrait être financée principalement par des coupes budgétaires. Avec ce plan, celui que la presse italienne a l'habitude de surnommer le démolisseur a aussi l'intention de réformer le marché du travail pour le rendre plus flexible. Objectif, doper la croissance de la troisième économie de la zone euro et faire mieux que les prévisions des économistes. Après une contraction du PIB d'1,9% en 2013, la croissance devrait atteindre 0,6% en 2014. Il faudra aussi convaincre l'Union européenne. Bruxelles n'a pas l'intention d'accorder le moindre état de grâce au nouvel exécutif italien. Le 5 mars, l'Italie a été classée dans les pays en déséquilibre excessif, aux côtés de la Croatie et de la Slovénie. On reste en Europe, Georges, où le temps presse maintenant pour s'entendre sur l'union bancaire. C'est un dispositif qui normalement est destiné à protéger les contribuables de futures possibles faillites de banques. Quels sont les points qui posent encore problème? Alors les dirigeants européens sont divisés autour de 2 questions principales. La première, qui décide de placer une banque en faillite sous tutelle? La Banque centrale européenne ou le régulateur national? Les États ont la peur de perdre leur souveraineté. L'autre question qui dérange, qui paie? 2 options sont sur la table. La première, c'est de créer un fonds de secours alimenté par les banques et les États. C'est ce qu'on appelle un bail-out, c'est-à-dire que l'argent vient de l'extérieur. La deuxième, c'est de faire payer les créanciers de la banque en difficulté. Ceux qui ne peuvent pas être remboursés sont indemnisés en actions. On élimine donc les dettes. L'argent vient de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle un bail-in. Une notion complexe mais fondamentale pour comprendre les enjeux. Les Allemands préfèrent cette deuxième option car elle permettrait de ne pas faire payer les contribuables. Mais le risque, c'est qu'il y a peut-être des effets pervers car cela pourrait changer les règles de faillite en Europe et pourrait avoir un énorme impact sur le marché des obligations d'entreprise, une source de financement importante pour les entreprises. Alors, on voit qu'il y a encore donc des options à trancher. On jette un coup d'œil à présent au marché financier. Ça donne quoi ce matin, Georges? C'est du rouge partout en Asie. Au Japon, la confiance marque le pas. De quoi inquiéter les investisseurs. À un mois de l'augmentation de la TVA, vous voyez la baisse est très nette. Moins 2,6% en Chine, moins 1,63% à Hong Kong. C'est également très important. Le ralentissement de l'économie inquiète toujours les investisseurs. Pour relancer le crédit, la Banque centrale chinoise s'est dit prête à baisser le niveau de réserve obligatoire imposé aux banques. Côté européen, les indices sont également ouverts dans le rouge, un peu dans le sillage des bourses asiatiques. On s'inquiète là aussi des mauvais chiffres de l'économie chinoise. Et puis on termine rapidement, Georges, cette page économie avec la sortie d'un nouvel album de Tintin. C'est un événement dans le monde de la BD. Alors il y a une petite subtilité néanmoins puisque c'est un ancien album qui est réédité. Samor Hergé avait demandé que personne ne crée de nouvel album pour maintenir l'intérêt et soutenir les ventes. Son éditeur a trouvé donc une parade. Casterman publie La malédiction de Raskar Kapak, une première version en fait des boules de cristal qui a été parue dans la presse belge à l'époque. 30 ans après la mort d'Hergé, les aventures de Tintin font encore figure de machine à cash pour son éditeur. 215 millions d'albums ont été vendus à travers le monde. Quel est votre personnage favori, Vincent? Alors, j'ai tous les albums, c'est sûr. Tournesol, j'aime bien. Ouais. Moi, c'est le capitaine Haddock. D'accord, mais Tournesol, il est au cœur. Là, allez, on passe à autre chose. Merci, Georges Lédric. On passe à la revue de presse internationale avec vous, Hélène Frade. Bonjour. Et on commence.